Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élections sont un moment par excellence, un moment démocratique, un moment de respiration démocratique et devrait être une fête pour une nation qui veut ainsi renouveler sa classe politique. Dans notre pays, les élections sont dans une phase assez complexe parce que nous sommes dans la phase d'une certaine contestation. Ce matin, le centre-ville de la Gombe a été paralysé par des mouvements de l'opposition qui voulaient venir déposer un mémo pour faire un sit-in devant la CENI. Ces mouvements ont été diversement commentés et nous pose la question de savoir, avons-nous encore la maîtrise de ce processus électoral? Sommes-nous en train d'aller vers le chaos ou vers une élection apaisée? Cette question, vous vous êtes posée beaucoup ce soir. Nous allons essayer d'y répondre en allant évidemment interroger ceux qui ont la maîtrise de toutes les données. Loin des spéculations, loin des fantasmes, la CENI, c'est quand même aussi des opérations techniques, opérations précises. Mais pour pouvoir aller tout droit au but, nous allons d'abord rentrer dans la rue, voir un peu l'ambiance qu'il y a eu ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le boulevard du 30 juin? Nous avons donc capté quelques éléments sur les vifs que nous vous restituons pour que notre débat soit éclairant. Suivons. Tout s'est arrêté juste devant l'immeuble BCDC. Pourtant, le sit-in était prévu de se tenir devant le siège de la CENI. Le CACIT pour le Congo, cette nouvelle coalition de l'opposition composée de Martin Fayoulou, Délice Essanga, Moïse Katumbi et Matata Pognon ont eu du mal à atteindre leur point de chute. Le barrière de la police installée autour du siège de l'institution d'appui à la démocratie était infranchissable. N'ayant pas déposé leur mémorandum, les militants des 4 formations politiques qui dirigent les 4 leaders cités se sont exprimés en ces termes. Le peuple n'a pas peuple été. Et le vote c'est ali simple ndeko maponomi masala mamalamu. Kende kotanga exposé des motifs de la constitution. Et le but était depuis 60. Mboka na biso connaître ka ba rébellion, ba coup d'état, ba tricherie électorale. Pona ko si sa tricherie wana, ba coup d'état wana ba rébellion, tolingi maponomi masala. Après les tractations qui tentaient de fixer les modalités d'accès au lieu du rendez-vous mais qui malheureusement n'ont pas réussi, les opposants ont reporté la manifestation au jeudi 1er juin 2023 sur le même lieu. Ils ont à l'occasion rappelé la police à la conscience car, selon Martin Fayoulou et Délice Essanga, leurs revendications s'adressent aux autorités de la CENI et non à la police. Ils sont alors rentrés à leur domicile promettant de poursuivre le combat dans lequel ils se sont engagés. Voilà, vous avez vu l'ambiance qui a régné ce matin sur le boulevard. Il a fallu attendre autour de 13h, 14h pour que la circulation revienne et que les gens puissent accéder, qui dans leur bureau, qui dans leur lieu d'occupation. Ça, c'est le matin. Ce soir, nous sommes donc sur ce plateau pour parler de ces questions de fond, pas pour la manifestation, qui n'était que symptomatique, sans doute d'un malaise. Pour en parler sur ce plateau, je suis heureux de recevoir encore une fois le directeur des opérations, M. Joseph Senda. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Merci d'être là pour cette émission. À votre gauche, M. Yves Kota, directeur d'informatique. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Nous avons déjà été ici avec vous, donc aujourd'hui nous allons avoir encore d'autres infos. Alors, pour la première fois, nous recevons aussi M. Eddy Kisile, qui est directeur juridique de la CENI. Bonsoir. Bonsoir, M. William. Merci. Et puis, notre doyen Jean-Baptiste Tipo, directeur de la communication. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc avec mes 4 invités que nous avons essayé de nous partager la parole pour en savoir un peu plus. Mais quels sont les faits? Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau de la CENI, il y a eu la fin de l'enrôlement. Donc, toutes les aires qui ont été mises en place pour pouvoir enrôler les électeurs ont clôturé leurs travaux. Nous savons aussi qu'au niveau de la CENI, il y a eu un audit de ce fichier. Ça signifie qu'on a mis en place les mécanismes qui nous avaient été annoncés, qu'il fallait nettoyer les fichiers électoraux, ce qui a été fait.
et un nombre important de doublons ont été radiés. Ça, ce sont les faits que nous avons obtenus de la CENI qui a communiqué normalement. Nous sommes donc dans la phase où il faut déposer maintenant le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour la répartition des sièges et ainsi de suite appeler les électeurs. Et nous sommes donc à quelques mois, à peu près quelques semaines de la date fixée pour le 20 décembre pour l'élection présidentielle, les élections législatives et même les élections locales et provinciales. Nous sommes donc dans une phase critique qui demande une certaine sérénité. Mais c'est en même temps dans cette phase que les soupçons sont les plus grands. Alors, je voudrais d'abord m'adresser au directeur Senda. Quel est aujourd'hui l'état de la question? Processus électoral à quelques mois de la fin du processus. Où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de la CENI? Ok, merci beaucoup, M. Willy, pour la question. Je voudrais d'abord faire remarquer que la CENI travaille en fonction de certains outils. Si je fais allusion à la feuille de route qui avait été publiée en début d'année passée, février 2022, ensuite le calendrier électoral a été publié le 26 novembre 2022. Lorsque nous visitons ces deux documents, particulièrement le calendrier électoral, nous pouvons dire que nous évoluons très bien. En effet, depuis le 24 décembre 2022, nous avions lancé l'opération d'identification enrôlement des électeurs qui s'est étendue sur 4 mois. Ça nous a permis d'enrôler dans un premier temps de manière brute 47 millions d'électeurs, de manière nette un peu plus de 43 millions. Et avant qu'on arrive à la publication de ces données de manière officielle, il faut savoir qu'il y a eu l'audit interne auquel avaient été associés nos partenaires principaux. Pendant 8 jours, on a connu de journées portes ouvertes. Tout le monde a eu l'occasion de voir ce que nous faisions en interne. Ensuite, nous sommes passés à l'audit externe qui nous a permis tous de noter que notre fichier était fiable. Une fois que le fichier était déclaré fiable, la CENI a publié les statistiques parce que cela est inscrit dans son calendrier. La CENI a été déposée au gouvernement la répartition de sièges comme projet. Je crois que le directeur juridique pourra être beaucoup plus précis à ce sujet. Donc nous sommes au stade où nous attendons la promulgation de l'annexe à la loi portant répartition de sièges. Alors, au même moment que nous attendons, il y a des préparatifs qui se font. Nous avons commencé la formation des MRTC, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à travailler dans les bureaux de réception et de traitement de candidature. Donc d'ici là, on va procéder à la convocation de l'électorat pour la députation nationale et un jour après, ça sera l'ouverture du bureau de réception et de traitement de candidature. Voilà en gros comment est-ce que nous évoluons. Nous sommes, disons, très contents parce que jusque-là, nous avons réussi à respecter notre calendrier. Voilà. Alors ça, c'est quand vous le dites avec tant de sérénité, ça se demandait comment tant de chaleur peut se trouver dehors. Alors le directeur informatique va nous dire, effectivement, on a dit que nous avions enrôlé 47 en brut et aujourd'hui c'est à peu près 43 millions. Quelles sont les techniques qui ont été mises en place pour pouvoir détecter le doublon et comment ça s'est passé? Qu'en est-il effectivement de ces 3 millions d'enrôlés? Quand même, c'est les chiffres relativement importants. Oui, merci beaucoup, M. Willy, pour la parole. D'abord, je veux commencer par pousser un ouf de soulagement. On était avec vous dans ces plateaux et vous pensiez ne pas croire à ce que l'on disait, qu'on serait dans les temps. Mais heureusement pour nous, nous avons pris le temps de nous préparer. Tout ce que je vous avais dit la fois passée, c'est ce qui s'est passé. Nous avons enrôlé les électeurs, nous avons centralisé les données, nous avons nettoyé les données. Et s'il faut aller en comparant, vous vous rendrez compte que le système actuel a été un peu plus fiable. La fois passée, tout le monde a crié sur ces 6 millions d'électeurs, à peu près, qui n'avaient pas d'empreinte. Mais cette fois-ci, personne n'en parle. Parce que tout simplement, nous avons tenu compte de ce qui s'était dit la fois passée et nous avons pu corriger par notre façon d'aborder et de nettoyer le fichier électoral. Après centralisation des données, nous nous sommes retrouvés avec 47 millions. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, le nettoyage du fichier se faisait au fur et à mesure. Car si on avait attendu pour le commencer maintenant, alors on n'aurait jamais eu le temps. Voilà.
Et au fur et à mesure que ce nettoyage s'est fait, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y avait que 3 millions d'électeurs total à radier. Les enregistrements multiples, les enregistrements multiples, pour lesquels il ne fallait garder que le dernier enregistrement, les mineurs détectés et surtout les photos des photos. On en a parlé la fois passée et vous avez eu de preuves. Et même ceux qui se sont donné la peine de participer à nos journées portes ouvertes ont de visu constaté tout ce que l'on a dit. Et si on fait la comparaison par rapport à la fois passée, c'est près de la moitié des radiés, alors que le fichier a augmenté, je crois, de 5 ou 6 millions. Chapeau bas quand même pour la CENI. Il faut reconnaître le travail technique qui a été fait. Alors, je voudrais directement poser une question au directeur juridique, s'agissant des radiés, parce que vous connaissez la loi. Normalement, quelqu'un qui s'est enrôlé de manière multiple a commis une faute. Alors moi, j'entends à ma droite qu'on me dit qu'on a gardé que le dernier enregistrement. Pourquoi on n'a pas radié carrément, lui faire perdre sa qualité d'électeur? Merci. En fait, la loi portant identification et enrôlement des électeurs, c'est cette loi-là qui porte l'opération de révision ou de réforme du fichier électoral. Cette loi prévoit, au-delà de la radiation, elle prévoit quand même que ce comportement-là peut être considéré comme un acte répréhensible, une infraction. Et donc, la loi dispose qu'un doublon ou un enrôlement multiple peut être considéré comme infraction de faux ou d'usage de faux. Et donc, sur le plan administratif, la CENI garde le dernier enrôlement, mais au-delà de cet acte, la CENI peut, elle l'a déjà fait dans le passé, déposer tous les dossiers auprès des parquets territorialement compétents. En 2006, ça a été fait, c'était un grand nombre des dossiers, ainsi que dans les processus qui ont suivi. Il faut dire qu'il y a certainement un problème de prise en charge de 3 millions des fraudeurs qu'il faut prendre en charge. Dans quel tribunal on va les suivre? Mais pourquoi qu'elle n'est pas carrément les radier des listes? On ne peut pas le faire parce que la loi nous interdit de les radier totalement. Le droit de vote, c'est un droit constitutionnellement garanti. Ce n'est pas la CENI qui peut décider. Il faut que la personne puisse être poursuivie, jugée et qu'elle soit punie. Il faut qu'une juridiction puisse dire telle personne est privée de ses droits civils et politiques. Alors, monsieur Tipo, vous êtes chargé de la communication, que l'opposition, évidemment l'opposition elle a le droit de réclamer, elle a son plein droit, mais que l'opposition puisse dénoncer ce qui apparemment est chaotique pour elle, et que vous êtes serein pour avoir respecté la feuille de route, ce qui a un hiatus de communication. Qu'est-ce qui fait que la CENI ne parvient pas à faire passer ce que je peux appeler ses devoirs accomplis dans l'opinion? Pourquoi est-ce qu'elle a toujours cette image d'être en embuscade pour pouvoir perturber ce processus par des tricheries? Pourquoi cette image-là colle à la CENI? Merci beaucoup pour la question. Je pense que vous êtes l'un des grands observateurs du processus électoral dans notre pays. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, vous constaterez avec moi que l'opposition a toujours navigué presque à contre-courant de la Commission électorale nationale indépendante. Je m'en vais pour preuve, depuis M. l'abbé Apollinaire Malomalo d'heureuse mémoire, la CENI a toujours mis en place des cadres de concertation, qui sont des espaces appropriés pour des échanges entre la CENI, organisme de gestion des élections, et les différentes parties prenantes. Ceux qui participent à ces cadres de concertation obtiennent des informations à la source. Mais ceux qui ne viennent pas s'éloignent davantage de la CENI, malheureusement n'obtiennent pas des informations dont ils ont besoin. Parfois on revendique pour des informations ou des choses pour lesquelles on peut facilement trouver des réponses à la CENI lorsqu'on approche la Commission électorale nationale indépendante. J'ai échangé ce matin avec un collègue, je lui ai dit, en principe, toutes les parties prenantes ne doivent pas considérer la CENI comme étant une cible.
les parties prenantes doivent considérer la CENI comme étant un partenaire et s'approcher de la CENI pour obtenir des informations. Voilà, nous déplorons parfois ce qui arrive. Mais l'information publique, la grande information, la CENI ne communique pas beaucoup. Ce n'est pas comme les autres cycles. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez choisi de faire profil bas. Non. Les médias ne sont pas envahis par... déjà, pour vous réunir comme ça, il faut taper dans toutes les portes. C'est pas facile. On ne vous voit pas sur d'autres plateaux. Vous savez qu'avec le processus qui est en cours, nous avons fait un exercice il y a quelques jours. Il y a plus ou moins 10 092 interventions médiatiques qui ont été faites par les membres de la CENI, c'est-à-dire les membres du bureau, les membres de l'Assemblée plénière, les différentes directions, et les secrétariats exécutifs provinciaux et les antennes. Et donc, il y a un travail qui s'est fait, tant au niveau de la capitale Kinshasa qu'au niveau des provinces et même au niveau des territoires. Le pays est vaste, mais il y a aussi des partenaires qui nous appuient dans le domaine de la communication. Nous avons, si vous aviez suivi, n'est-ce pas, les différentes campagnes d'éducation civique sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, vous constaterez qu'il y a eu quand même des communications qui ont été faites et ajouter à cela les différents cadres, les échanges que la CENI a organisés avec les différents partenaires, la jeunesse, les femmes, les partis politiques, et les organisations de la société civile, les confessions religieuses, tout cela. On vous fait un mauvais procès, vous faites du travail. Bon, le travail s'est fait en réalité, et le travail s'est fait, et chaque jour. Maintenant, là, nous sommes en train de communiquer. Absolument. Voilà. Alors, parce que nous voulons communiquer, nous allons aller en profondeur de ces questions. Je reviens donc au directeur Senda. La fois passée, nous avions formulé beaucoup de craintes. Nous avions dit, le pays est quand même un pays en guerre. Nous avons 2 territoires qui sont complètement envahi. Alors aujourd'hui, quand vous clôturez l'enrôlement, avez-vous enrôlé dans les Massissi, dans les Rutshuru? Avez-vous enrôlé dans les endroits qui sont aujourd'hui occupés par les M23? Ou bien nous avons dit, eh bien, nous ferons les élections sans ces partis? Bon, je ne peux pas à ce stade dire qu'on ira aux élections sans ces partis, mais je voudrais rappeler que, je crois, depuis 2006, il existe un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral sous la tutelle du ministère de l'Intérieur qui a, entre autres, comme responsabilité de nous assurer la sécurité au moyen de la police nationale. Et la CENI va où on lui demande d'aller parce que la sécurité y est garantie. Si la sécurité n'est pas garantie, la CENI ne sait pas aller là-bas. C'est comme ça que nous n'avons pas été en mesure de couvrir l'ensemble du territoire de Rutshuru. Ce n'est pas que nous n'avons pas été à Rutshuru, nous n'avons pas couvert l'ensemble du territoire. Donc, il y a des espaces où nous avons été et nous avons pu enrôler ce qu'on pouvait enrôler. Il en est de même de Massissi et de Maluku. J'en profite pour annoncer que très incessamment, nous allons lancer l'opération RFE à Kwamut parce qu'on nous a dit qu'on pouvait y aller et que la sécurité était garantie. Donc, en bref, la CENI travaille là où on lui dit d'aller. On lui dit par le ministère de l'Intérieur, qui a la police sous sa responsabilité. On lui dit par le ministère de la Défense, qui a l'armée sous sa responsabilité. Donc, si nous sommes allés à Ituri, par exemple, c'est parce qu'on nous dit qu'on pouvait le faire. Et nous avons fait ça en collaboration avec les groupes armés. Et la particularité de l'Ituri, c'est que presque à 100%, les groupes armés sont des Congolais. Tandis que dans le Nord Kivu, c'est autre chose. Alors ça complique un peu l'équation. Donc, nous avons pu enrôler quelques déplacés de guerre dans les camps des déplacés en tenant compte de leurs adresses de départ, parce qu'il y a une question autour de ça. Mais vous conviendrez que devant l'impossible, il ne peut tenir. On n'a pas pu, on ne pouvait pas aller là où crépitent les balles, parce qu'on mettrait tout le monde en danger. D'accord, on comprend cela. Directeur, je nous dis qu'alors, si dans les jours qui viennent, les endroits où vous n'avez pas été sont sécurisés, est-il possible encore que la machine à enrôler se déplace? Est-ce que juridiquement, la CENI peut continuer l'enrôlement des électeurs après avoir fait l'audit du fichier électoral, après avoir déposé la loi des répartitions des sièges, ou bien c'est clôturé, et même si c'est sécurisé demain, on ne peut pas y rentrer? Non, la CENI peut le faire. Il suffit simplement qu'on lui dise
que la sécurité est garantie. Les directeurs des opérations viennent de vous parler des Kwamut. Au moment où on envisage d'aller identifier et enrôler à Kwamut, la CENI a déposé l'avant-projet de loi portant adoption la répartition de sièges. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la CENI qui décide, le gouvernement endosse ce projet et le Parlement va adopter. C'est le Parlement qui décide. Et donc, il y a une question importante. Nous avons parlé du droit de vote, qui est un droit garanti par la Constitution. Donc, nos compatriotes de Rutshuru, de Massissi, ont besoin d'avoir une carte d'électeur pour pouvoir se rendre dans le bureau de vote le jour du scrutin. C'est à cela que pourrait servir une identification et un enrôlement postérieur au dépôt de la loi. Voilà. Ok, donc c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où beaucoup de personnes pensaient que c'était définitivement fini. Alors, je reviens donc au directeur d'informatique parce que on a donc nettoyé, chacun maintenant a sa carte. Ceux qui ont et se sont enrôlés de manière multiple ont quand même pu être sauvés parce qu'on a regardé seulement les derniers enrôlements. Bon, c'est quand même assez étonnant, mais c'est la loi. C'est la loi. Alors, quelles sont les techniques, parce qu'il faut quand même qu'on aille vers la sécurité informatique. On a parlé pendant l'enrôlement des personnes qui se promenaient avec beaucoup de cartes. Hein, rappelez-vous qu'il y avait des gens. Voilà. Vous avez déjà un tout petit peu répondu à cela. Aujourd'hui, après avoir tout clôturé, quelle était la réalité de cette question? Est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui pouvaient faire des enrôlements clandestins? Bon, de toute façon, on ne cessera de le répéter. Nous avons pris des mesures techniques pour pallier à ces genres. D'abord, même si vous possédez une carte vierge, une carte volée, pour pouvoir procéder à un enrôlement, vous devrez avoir les codes pour accéder à la machine. Et pour chaque machine, il n'y avait qu'un technicien, un ou deux techniciens qui pouvaient y accéder. Donc, il vous faudrait non seulement voler les kits, voler les cartes et, entre guillemets, voler les techniciens. Si on peut le dire ainsi. Et même si c'était le cas, alors ces techniciens devaient avoir la possibilité de pouvoir envoyer les données pour qu'ils puissent être centralisés. Vous vous souvenez, M. Willy, qu'on a parlé des innovations apportées au kit d'enrôlement. Maintenant, ce sont les innovations qui ont payé. Je veux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que tout le monde a été dédoublonné. Cela veut dire que tout le monde est passé au nettoyage. Parce qu'on a tenu compte et des visages, et des iris et des empreintes. La question des sans empreintes, pour le moment, elle est caduque. Tout le monde est passé au dédoublonnage. Nous avons parlé de pré-rap. Pré-rap a aidé. Jamais depuis que le processus d'enrôlement a commencé, on a pu enrôler en 4 mois 46 millions d'électeurs. Et ça, personne ne le souligne. Personne ne le dit. Il y a quand même des critiques qui ont été formulées à l'endroit de la CENI s'agissant de l'utilisation de l'iris, en disant que c'était illégal, que ce n'était pas, la loi ne vous autorisait pas de le faire. Je ne sais pas qui répond à la question, mais en tout cas, vous êtes le premier à l'avoir utilisé, et je peux y répondre. En tout cas, j'ai lu quelqu'un qui disait que ce n'était pas du tout illégal, c'était pas du tout légal, c'était une entorse aux droits de l'homme. En tout cas, je laisserai le directeur répondre, mais moi, techniquement, je vous dis que grâce à l'iris, nous avons pu nettoyer un grand nombre d'électeurs. Nous avons répondu aux problèmes liés à l'audit de la fois passée qui nous reprochait de n'avoir pu nettoyer des électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Moi, c'est le bénéfice que je tire de cette innovation. Sur le plan juridique, qu'est-ce qui vous a couvert? Oui, je vais d'abord dire une chose, c'est que le processus à partir de 2004-2005, parce qu'à ce moment-là qu'on a fait le premier enrôlement, prévoyait qu'on ait 2 empreintes digitales. Alors, on a pensé fiabiliser davantage le système en allant vers les 10 empreintes digitales. Mais malheureusement, la loi portant identification et enrôlement n'a pas été revue, il n'y a pas eu de réformes. Mais cette loi prévoit à son article 58 que toutes les questions qui n'ont pas été expressément soulevées par cette loi elle-même
l'article 58 donne pouvoir à la CENI de pouvoir édicter des dispositions pratiques qui vont dans le sens de la loi. Et donc, lorsque la loi prévoit, par exemple, que l'on puisse prélever les empreintes digitales, le directeur informatique a parlé de doublonnage, mais en réalité, il y a un grand principe. Un électeur, un vote. C'est cela que l'on vise. C'est dans les bonnes pratiques, les standards internationaux des élections. Et donc, la CENI voulait davantage rassurer, fiabiliser le fichier. Et elle a prévu le prélèvement de l'image de l'iris, qui n'est pas contraire à la loi. Parce que le législateur veut réellement que le fichier soit plus fiable, que l'on respecte le principe de l'unicité de l'électeur dans le fichier. C'est ce que l'IRIS vient faire, il vient davantage renforcer la fiabilité, la crédibilité du fichier électoral. Est-ce qu'il est envisageable de revoir un tout petit peu la loi et découvrir tout ça par une révision plutôt que de rester sur les dispositions de la CENI? Non, c'est possible dans le futur processus, mais je souligne ici que nous parlons de cette loi-là maintenant parce que nous n'avons pas un fichier d'identification nationale. Mais je rappelle qu'il y a un décret du Premier ministre qui prévoit, et nous avons travaillé effectivement en fonction également de ça, qui prévoit la mutualisation des opérations d'enrôlement et des données, le prélèvement, le recensement avec l'ONIP et l'Institut national des statistiques afin de pouvoir avoir un fichier de la population avec des cartes d'identité. Si cela est fait, ça permettra, heureusement peut-être, de faire comme les autres pays, de prélever le fichier à partir de la base nationale de l'identification civile. Si ce n'est pas fait, on pourra recourir à une réforme de la loi pour davantage fiabiliser la loi et mettre cette question que nous avons utilisée au niveau des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. En tout cas, il ne vous a pas échappé la critique selon laquelle c'était pas croyable que la CENI ait pu, en moins de 6 mois, 7 mois, enrôler plus de 40 millions d'électeurs. Vous avez certainement entendu cette critique-là. Comment vous l'interprétez? Pourquoi on peut douter que vous n'ayez pas pu faire ces chiffres-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ceux qui critiquent n'ont pas compris? Monsieur Senda, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris le fait que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait que les autres ne pourraient pas le faire. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Si moi je ne sais pas franchir 10 mètres, ça ne voudra pas dire que personne ne franchira 10 mètres. Nous avons enrôlé près de 47 millions en 4 mois et nous avons prouvé que c'était possible. Et chaque aire opérationnelle nous a pris 2 mois, mais avec chevauchement. Et au bout de 4 mois, nous avons pu enrôler ce que nous avons enrôlé. L'audit est passé, l'audit a confirmé qu'effectivement, il y avait 47 millions de lignes dans notre fichier et que parmi ces lignes-là, il y avait des lignes irrégulières qu'on a enlevées. Sinon alors, puisque les juristes nous disent que l'accusateur doit apporter des preuves, qu'ils apportent des preuves que nous n'avons pas 47 millions d'enrôlés, je pense, de manière assez simple. Donc il y a eu une performance un peu sportive, vous avez battu votre propre record, mais on le doute quand même. Hein? Il y a eu effectivement 47 millions d'états informatiques. Monsieur le journaliste, je le répète, les 47 millions étaient prévisibles. Nous avons tous présenté à ceux qui voulaient le voir les innovations que nous avons apportées par rapport au kit d'enrôlement. La cartographie a ajouté les centres d'inscription pour rapprocher les électeurs des centres d'enrôlement. J'aimerais bien poser la question que l'un des membres du bureau, à savoir le deuxième vice-président, pose souvent. Chaque fois que nous arrivons à un endroit et nous posons la même question. Qui n'a pas sa carte d'électeur? Si je peux reposer la même question ici. Qui d'entre nous, caméraman, journaliste, je ne sais pas qui n'a pas sa carte d'électeur? Et si tout le monde a sa carte d'électeur, pourquoi douter qu'il y a 47 millions? Alors, évidemment, il reste donc la question fondamentale, c'est allons-nous arriver au mois de décembre aux élections? Alors, le premier d'entre nous, le président de la République, qui est en séjour en Chine, maintenant que nous faisons cette émission, a eu l'occasion de s'exprimer sur la question en s'adressant à la diaspora congolaise qui est en Chine. Nous avons pu avoir des images, elles ne sont pas de très bonne qualité, mais bon, vu l'actualité, on ne peut pas faire autrement.
Nous allons donc nous excuser d'abord pour la qualité de ces images, mais nous pouvons quand même le suivre, le président. Si le son est bon et si l'image est à peu près perceptible, l'essentiel aura été fait. Suivons. Parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018, lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter, puis à une semaine des élections, on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Voilà. Les élections européennes est bien à la date prévue dans les calendriers et personne n'empêchera de le faire. Parole du président de la République, parole du magistrat, premier magistrat de cette nation, mais surtout aussi le chef de l'État. Donc, Monsieur Tipo, quelle conviction, quelle force. Pourquoi le président peut avoir une telle certitude? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme élément pour qu'il soit sûr qu'en décembre, il y a des élections, alors que beaucoup de gens rêvent déjà d'une prolongation, d'une transition, et ils se voient déjà en 2027. Pourquoi et qu'est-ce qui justifie la confiance du président? Bon, merci pour la question. Je ne suis pas porte-parole du président de la République. Je suis directeur de la communication de la CENI. Je parle pour le compte de la CENI. Le président de la CENI, son Excellence Denis Kadima, et tout l'ensemble de son équipe n'ont cessé de répéter que le mot glissement n'existe pas dans le vocabulaire de la CENI. Et donc, si vous regardez bien le cheminement de la CENI, depuis la publication du calendrier électoral, à bonne date, la CENI a rencontré les différentes opérations mentionnées dans son calendrier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pleine formation. Si vous regardez le calendrier, c'est prévu dans la formation. L'audit a été réalisé pendant la période prévue dans le calendrier électoral. Et nous avons par exemple été surpris de constater que c'est depuis le 26 novembre 2022 que la CENI avait dit que l'audit allait durer 6 jours. Mais les gens se sont réveillés comme si cela ne figurait même pas dans les calendriers, simplement parce qu'une organisation internationale a refusé de venir, a trouvé que les 6 jours étaient, les 5 jours, 6 jours n'étaient pas suffisants. Ouais, les gens se sont réveillés en retard. De la même manière, le président de la CENI ne cesse de le répéter que le mot glissement n'existe pas dans le vocabulaire de la CENI. Pour la petite histoire, M. Willy, en 2011, lorsque le pays a organisé les élections de 2011, le président de la CENI de l'époque, le pasteur Ngoïmou Lunda, disait presque la même chose. Il le disait même à Lingala. Il disait qu'il dit Bakolo, ba élection est allée. Et les gens n'ont pas cru. Et le 28 novembre, nous sommes allés aux élections. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, la CENI dit à la population que le 20 décembre, nous irons aux élections, dont la population doit s'y préparer. Il y a déjà des indices clairs qui montrent que nous allons vers les élections. Maintenant que nous avons déjà les fichiers électoraux déclarés fiables, maintenant que très bientôt nous aurons la répartition des sièges, nous aurons la loi qui sera promulguée, etc., ça sera la convocation de l'électorat. Et la CENI, dans les différents communiqués de presse, ne cesse de rappeler à l'opinion
aux différentes parties prenantes que le moment est déjà arrivé pour ceux d'entre nous qui désirent être candidats d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à arriver, et lorsqu'on arrivera à cette période-là, ils vont commencer à demander à la CENI le temps des rallonges, alors que c'est bien mentionné dans les calendriers. Les gens savent que nous n'avons pas assez de compagnies aériennes dans les pays et que le dépôt des candidatures doit se faire pour la députation nationale au niveau des antennes. Les antennes de la CENI sont basées au niveau des chefs-lieux des territoires de certaines villes. C'est le moment déjà de lire la loi électorale, de la pénétrer et de comprendre quels sont les éléments constitutifs du dossier et d'apprêter les différents éléments. Alors, évidemment, à vous entendre parler, à entendre le président de la République se prononcer, on se demande, mais pourquoi la CENI se plaint tant de ne pas avoir de moyens? Pourquoi la CENI dit qu'elle n'est pas financée suffisamment? Pourquoi alors qu'elle fait toutes ces choses-là de manière impeccable? Monsieur le directeur des opérations, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les questions d'argent. Hein? Je sais, encore mieux votre voisin de gauche, mais bon, que vous avez tout fait pour que les directeurs financiers ne viennent pas sur ce plateau. Mais néanmoins, qu'est-ce qui explique quand même cette idée que la CENI n'est pas financée? Ça vient de la CENI elle-même qui ne veut pas payer certaines factures, ou ça vient d'où? Bon, disons que je ne peux pas répondre à la hauteur de mes chefs. Ils disposent de beaucoup plus d'informations que moi. Mais pour peu que je le sache, plus d'une fois, le président Denis Kadima a souhaité que la CENI dispose de fonds avant les opérations, au lieu d'amorcer les opérations et de commencer à courir derrière le fonds. On préfère disposer des fonds avant de lancer les opérations. Je crois que c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Et je crois que c'est tout à fait responsable et c'est tout à fait sage de sa part que la CENI dispose de l'argent qui lui est destiné pour préparer les activités électorales qui devront nous conduire aux élections du 20 décembre 2023. La même conviction que nous avons suivie chez les présidents, nous allons la retrouver auprès du Premier ministre Sama Lukonde, qui, s'adressant à des confrères de TV5 Monde il y a quelques mois déjà, avait aussi la même certitude sur les élections. Nous allons suivre le Premier ministre et puis nous allons venir pour clôturer ces débats de plus en plus intéressants. Suivons le Premier ministre Sama Lukonde. Qui sème terreur et désolation. Alors, l'épiscopat congolais a toujours été très engagé politiquement. Hein. On se souvient qu'en 1990, le cardinal émérite Laurent Moussingo avait dirigé la conférence nationale. En 2018, le clergé congolais exhortait Joseph Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Et dans son agenda 2023, l'épiscopat congolais mobilise la population sur la question électorale afin qu'arrivent au pouvoir des personnes qui répondent à ses aspirations. Comment la classe politique congolaise joue-t-elle le rôle de vigie que joue l'épiscopat catholique au Congo? Tout d'abord, moi je vais rappeler l'invitation. L'invitation du président de la République à ce qu'il puisse y avoir une grande appropriation du processus électoral. Il faut d'abord rappeler que les cycles électoraux ici pour cette jeune démocratie, nous les avons depuis 2006. Et la Constitution nous exige de les pérenniser, de les avoir effectivement tous les 5 ans. Et donc ici, le besoin non seulement d'avoir le respect du délai constitutionnel par rapport aux élections, mais l'appropriation du processus. Et comme vous l'avez dit, l'Église a toujours joué un rôle d'éveil, si je peux dire ainsi, non seulement de ses fidèles, mais aussi de la population. Et pour nous, ici, tant pour l'Église que pour tous les acteurs politiques ou toutes les personnes qui peuvent nous aider, en tout cas dans la critique tant positive que négative, à organiser les meilleures élections possibles ici en République démocratique du Congo, bien sûr, c'est le bienvenu pour que nous puissions apporter des élections de qualité à notre population et avoir, bien sûr, les dirigeants que la population souhaite avoir. Et donc nous sommes, nous, totalement engagés dans ce processus en tant que gouvernement, dans le financement de ce processus et dans l'accompagnement sécuritaire de la CENI pour l'organisation de ces élections en fin de cette année, le 20 décembre 2023. Alors nous avons tous en mémoire le feuilleton de la présidentielle de 2018. Hein. Les conditions sont-elles réunies pour faire de la présidentielle
du 20 décembre 2023, un scrutin transparent et dont les résultats seront incontestables? Je crois que les réponses se trouvent dans la loi électorale. La loi électorale qui a été reprise au niveau du Parlement a répondu justement aux failles que nous avons connues lors du processus électoral de 2018. Ça veut dire, si jamais je peux donner un détail, la publication des résultats par bureau de vote. Parce que c'était ça qui avait posé problème. Et donc aujourd'hui, ayant résolu ce problème, j'estime qu'on pourra avoir dans la transparence ces résultats qui seront donnés et donc des élections de meilleure qualité. Mais puisque ici nous parlons d'élections et qu'on a parlé d'appropriation, moi je vais donner deux éléments qu'il faut quand même mentionner. Cette fois-ci, une plus grande inclusivité. Vous savez que la République démocratique du Congo a, à l'extérieur de ses frontières, plusieurs Congolais. Et donc, l'implication voulue, cette fois-ci, dans d'autres pays qui n'ont pas pu bénéficier justement du cycle électoral, notamment la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, pour que, à ce niveau-là, puisqu'ils vont être considérés dans le cadre du fichier électoral et qu'il y aura aussi un enrôlement et une identification qui va se faire à ce niveau-là, qu'ils puissent aussi s'impliquer. Et à côté de cela, la question de la femme. Parce que selon, bien sûr, la volonté non seulement du constituant, mais aussi affirmée par le président de la République, c'est d'avoir plus de femmes dans la gestion de l'affaire publique. Au niveau du gouvernement, on a pu constater déjà qu'avec mon avènement, on a près de 27%, c'est un record par rapport à tous les gouvernements que nous avons eus dans la République. Et donc cette fois-ci, pour toutes les listes qui seront... Voilà, le Premier ministre était déjà convaincu, il a dit que le 20 décembre, surtout pour la présidentielle, il doit être transparent parce que la loi aujourd'hui a levé les goulots d'étranglement. Mais c'est du tout juridique. Évidemment, dans une émission comme celle-ci, nous sommes dans la prospective. Hein. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire déraper ce processus? À vous suivre, tout va bien, vous avez la maîtrise de tout. Ceux qui sont en train de douter, ils s'approchent de la CENI pour avoir la bonne info. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire déraper ce processus? Je ne le souhaite pas du tout. Mais prévoir, c'est ça même. Bon, déjà du point de vue juridique, la loi a prévu un schéma d'intégrité de tous les processus. Je vais par exemple affirmer ici qu'au-delà de l'audit, la CENI, en conformité avec les dispositions des articles 6 et 8 de la loi électorale, va publier la liste provisoire des électeurs 60 jours avant le début de la campagne électorale. Ça permettra à chacun d'aller vérifier dans les antennes de la CENI s'il est bien positionné, son nom y est, et au besoin, il va disposer de 30 jours pour réclamer. Et 30 jours avant, on va publier la liste définitive. S'il y a des causes ou quelque chose qui peut freiner le processus, je ne pense pas que ça viendrait de l'intérieur. C'est des éléments extérieurs qui peuvent bloquer les processus. Peut-être ceux qui souhaitent qu'il y ait un glissement pour des raisons inavouées, mais du point de vue de la CENI, je ne vois pas... Non, sur le plan technique, il n'y a rien. Toutes les étapes sont maintenant prises en charge. À moins que à moins qu'il y ait quelque chose que vous n'avez pas dit. Oui, à moins qu'il y ait des machines qui vont venir en 2025. L'avantage de la CENI est celle-ci. Nous avons la capacité d'anticiper les événements. Tel que nous parlons, pour la CENI, la révision du fichier électoral est derrière nous. Nous sommes en train d'anticiper déjà sur le jour du scrutin. Imaginez-vous. Nous faisons déjà les scénarios par rapport au scrutin. Les machines qu'il faudra, les devs, les dispositifs électoraux de vote, les nombres, aussi, exactement. On va aussi aller au municipal ces mêmes jours-là. Exactement. Mais l'avantage, c'est qu'avec les dispositifs électroniques de vote, on peut faire toutes ces élections le plus rapidement possible au même moment. Donc nous sommes déjà sur cela. En fait, dans le processus électoral, du point de vue technique, il y a deux choses qui bloquent parfois. Nous avons premièrement le fichier électoral. La révision du fichier électoral, c'est
vraiment le processus le plus bloquant dans le processus électoral. Et nous avons deuxièmement l'appel à la candidature ou l'enregistrement des candidats. Maintenant que toutes ces étapes sont en train de passer, je ne vois techniquement pas qu'est-ce qui pourrait empêcher en ce moment-ci d'organiser des élections. Tous les moyens sont disponibles, selon les propos du gouvernement. En tout cas, nous, techniquement, même voter sur papier, on est prêt parce qu'on a les électeurs et on a les candidats. Je pense que ce sont les deux éléments principaux pour organiser une élection. Alors, parce qu'il s'agit maintenant d'apaiser les esprits, il faut rassurer la population, rassurer les parties prenantes. Ici, je m'adresse au directeur des opérations, mais en sa qualité aussi d'homme d'église, parce que les cœurs de l'homme, c'est là le problème. Les Congolais, son cœur est aujourd'hui un peu angoissé par le fait de l'avenir. Vous voyez, parce que quand les gens ne savent pas ce qui va leur arriver, alors ils préfèrent s'agiter. C'est normal, c'est possible. Alors vous êtes responsable, vous avez une vision d'aigle parce que vous connaissez le processus. Avec la casquette dont je viens d'évoquer, quel message pouvez-vous transmettre d'abord aux parties prenantes en ce jour où il y a quand même eu des accusations graves, notamment que la CENI préparait un chaos? Bon, disons que la première chose qu'il faut rappeler aux parties prenantes, particulièrement à la classe politique, c'est que la population a fait sa partition. Nous avons procédé à l'inscription des électeurs et les électeurs disposent d'un moyen qui leur permettra de voter, c'est la carte d'électeur. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous nous tournons vers les autres parties prenantes, l'autre partie. Ici, nous pensons aux partis politiques, aux regroupements politiques, pour leur dire que nous allons maintenant procéder à l'inscription des candidats ou des candidatures. Ça les concerne. Alors, nous avons des dates phares, des dates repères qu'ils doivent retenir. C'est d'abord la date du 26 juin. Au 15 juillet, ça sera la réception et les traitements de candidature à la députation nationale. Il faut qu'ils notent, c'est dans un mois, que nous allons ouvrir les bureaux de réception et des traitements de candidature. Nous voulons rappeler que du 3 au 22 août 2023, nous allons ouvrir les bureaux de réception et des traitements de candidature à la députation provinciale et aux conseillers communaux ou municipaux. Et que du 9 septembre au 3 octobre, nous allons devoir procéder à la réception de candidature des candidats présidents de la République. Ça, c'est pour les candidats. Ceux qui nous accompagnent dans le processus doivent savoir que, d'abord, nous allons publier la cartographie des bureaux de vote, et ça concerne tout le monde. Nous sommes au 20 octobre, et nous allons surtout procéder à l'accréditation. Ça, c'est l'autre partie prenante, les observateurs qui nous accompagnent. Donc, les journalistes, les témoins, tout ça, nous accréditons du 23 octobre au 21 décembre. Donc, que chacun se prépare à jouer sa partition. Les électeurs ont fait leur partition. La CENI, au milieu du village, est en train d'offrir le service à la communauté. Que la classe politique se prépare en fonction des principales dates que nous venons d'avancer. Et que la société civile, via l'observation électorale, se prépare aussi à venir solliciter les accréditations. Et nous le leur accorderons comme nous l'avons fait lors de la révision du fichier électoral. Donc c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et je termine en rappelant ce que le directeur juridique a dit. Si jamais il y a glissement, ça sera beaucoup plus pour des raisons exogènes. Et d'ailleurs, la CENI déjà, en publiant le calendrier le 26 novembre 2022, avait mis en évidence des contraintes, parmi lesquelles les contraintes d'ordre logistique, des contraintes d'ordre sécuritaire, etc. C'est probablement de ces côtés-là que pourront venir les germes d'un éventuel glissement ou d'un éventuel report. Mais du côté de la CENI, tout est OK pour les élections au 20 décembre 2023. Alors nous allons demander à M. Thibault pour terminer, parce que vous avez refusé de prêcher, j'ai compris. Je me retourne vers le sensibilisateur, les cœurs des hommes. Comment nous faisons pour établir les consensus nécessaires à la mise en place d'un cycle électoral? Parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. Ce n'est pas la guerre, les élections. Ce n'est pas les initiés. On ne doit pas commencer à s'invectiver
Comment faire? Qu'est-ce qui est... Vous avez déjà donné un tout petit peu de réponses, mais j'aimerais qu'en terminant cette émission, vous insistiez. Comment faire pour que nous y allons de manière uniforme, de manière solidaire? Merci pour la question. Je vais commencer par vous dire la chose suivante. Le plus grand ennemi du processus électoral, c'est la méfiance. Lorsque la méfiance s'installe, et c'est très dangereux pour qu'on arrive à des élections apaisées. Et la méfiance naît simplement du fait qu'on ne croit pas à ce que fait l'autre. Et puisqu'on prend la distance par rapport à l'autre, on croit que tout ce qu'il fait n'est pas bon et cela est mauvais. Les élections doivent être une occasion de fête et non de guerre. Vous voyez? Donc nous devons avoir en esprit que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, qui nous appartient à nous tous. Et pour cela, les différentes parties prenantes, comme je l'avais dit au début, doivent venir vers la centrale électorale pour puiser des informations à la source. Ceux qui viennent, je le répète, obtiennent de bonnes informations. Ceux qui ne viennent pas développent la méfiance et c'est dangereux contre notre propre processus électoral. Monsieur le directeur juridique, évidemment, la loi elle est en faveur de tous ceux qui vont la respecter. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la couverture juridique, en ce qui concerne les textes, tout est en place. Il n'y a aucun texte que vous attendez. En tout cas, vous pouvez opérer en attendant les textes qui viendront de l'Assemblée nationale. Oui, nous attendons la loi sur la répartition des sièges, qui est une loi capitale, parce que les dépôts et la réception et le traitement des candidatures c'est fait sur base des circonscriptions, des sièges que les candidats doivent connaître. Et le monde est toujours le même? Oui, nous avons... Vous avez préservé quel monde électoral? Oui, nous sommes dans un système de la proportionnelle des listes pour les élections des assemblées délibérantes. Ça signifie élections législatives, provinciales et les élections communales, parce qu'on va les faire. Seulement, la nouveauté ici, c'est que cette proportionnelle, dans le processus passé, il y avait un seuil légal de représentativité au niveau de l'attribution des sièges, mais ici, quelque chose qui a été puisé dans une proposition de loi qui avait été déposée par les G13, c'est le seuil de recevabilité. Il faut, lorsque vous venez comme parti ou regroupement politique, disposer de 60% des candidatures déposées, rien que pour la députation nationale, par exemple, sur l'ensemble du territoire national. Donc 500... pour qu'une liste soit acceptable, elle doit au moins avoir sur l'ensemble des sièges 60%. Donc oui. À peu près 300 candidats. Et la sanction, elle est lourde, parce que l'article 22 de la loi électorale parle de l'irrecevabilité de toutes les listes. Les listes dans toutes les circonscriptions, ça veut dire que vous pouvez dire adieu à la participation. Donc nous allons avoir vraiment à course à la recherche des candidatures. Hein? Oui. Hein? Tous ceux qui ne veulent pas faire la politique, comme le caméraman ici, vont se retrouver. Il faut chercher à entrer dans les partis. Alors la dernière question, toujours avec vous, la caution. On parle, est-ce que c'est maintenu au même montant? La loi n'a pas changé. C'est toujours 100 000 $, l'équivalent de 100 000 $. Non, la loi dit 160 millions de francs congolais, 1 600 000 de francs congolais, 1 million de francs congolais. C'est ce que la loi dit. La loi n'a pas dit l'équivalent et donc les gens vont pouvoir payer sur base de ce que la loi dit. Les francs congolais. Pour une fois, l'inflation aura servi à certaines personnes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce plateau. Je suis heureux de l'avoir conduit avec des éminentes personnalités. Vous vous êtes rendu compte, dans ce pays, il y a de la technocratie, il y a de la compétence. Ceux qui ont travaillé avec moi ce soir s'en rendront compte. Nous avons eu les informations qu'il fallait. Les élections, je le répète, à la suite de tout ce que j'ai entendu ici, auront bel et bien lieu le 20 décembre. Il faut donc se préparer. Les candidats doivent se préparer parce que dans un mois, il faudra déposer les listes des candidatures au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale et un peu plus tard au niveau de l'Assemblée provinciale.
Nous aurons donc ces élections telles que la CENI est en train de les préparer et telles que les autorités sont en train de trouver les moyens. Il faudra donc que nous y arrivons avec, comme l'a dit quelqu'un ici, dans une fête. Il faudra que ce soit un moment d'échange, un moment important. Ça ne doit pas être un moment de guerre. Les élections ne peuvent pas être un chaos. En tout cas, si la CENI préparait le chaos, aujourd'hui on a un peu démantelé ça. Il plaide de non coupable. Mais si le chaos est préparé à l'extérieur de la CENI, nous allons essayer de voir dans quelle mesure dénoncer tout cela. Le pays, il nous appartient, nous devons donc tous le protéger. Avec plaisir, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro de Chemin Critique. Pour ce soir, c'est terminé. Au revoir.